Cette vidéo est la suite de la vidéo sur les micro-onduleurs et onduleurs avec leur rendement. J'avais envie de peaufiner un petit peu la mesure de rendement. Je n'étais pas très satisfait de la méthode de mesure à cause des courants et des tensions qui n'étaient pas vraiment en courant continu. Et moi j'avais des appareils qui mesuraient en courant continu. Donc je me suis dit je vais faire une comparaison MPPT et micro-onduleurs dans des situations identiques. Même soleil, même panneau solaire. Je me suis basé sur le MPPT Studer et un micro-onduleur Homme-Mice dont j'étais plutôt satisfait. Donc on va voir la différence et en même temps il y aura une autre vidéo sur l'électromagnétisme un peu plus tard, mais là je vais en profiter pour insister un petit peu sur la puissance solaire, la radiation solaire, la puissance au mètre carré, puisque j'ai quelques commentaires des fois de gens qui me prennent pour un con. Donc je vais réexpliquer la chose. Alors bonne vidéo. Alors là, je suis sur un système ESS avec couplage AC. J'ai mis un micro-onduleur bourgeois Homme-Mice, celui que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Je l'ai mis couplé sur un Multiplus 3000 que vous avez aussi vu dans une vidéo. J'ai mis un système Pilontech qui n'est pas chargé, on est à 67%. Je produis 200 watts. J'ai branché deux panneaux là. Et je compare avec mon extender, mon VarioTrack, où je branche le même nombre de panneaux et je mesure en temps réel pour voir la différence de rendement réel, d'usage réel entre une charge en courant continu via MPPT avec le même soleil, les mêmes panneaux, et la charge via un micro-onduleur. Alors bien sûr, je vais différencier la puissance produite en alternatif et la puissance produite en continu. Je vais faire les deux courbes. J'ai installé mes panneaux solaires ici, j'en ai mis 8, et pour l'instant il y en a 4 de branchés, et je vais faire le test avec 8 après. Avec le même soleil, il faut que je le fasse avant que l'ombre arrive bien sûr. Donc là par exemple on produit 93 watts avec très peu de soleil. Et ici 59 en charge batterie. Pour 79 sur l'alternatif. Donc voici les 4 courbes que j'ai réalisées à partir des mesures des différentes productions d'énergie. Nous avons en bas la ligne de la puissance solaire, c'est-à-dire l'énergie qu'on peut extraire des panneaux solaires. La courbe jaune, c'est le VT80, le MPPT de chez Studer. La courbe bleue, c'est la courbe de production en puissance alternative en sortie du micro-onduleur. La courbe verte, c'est le rendement du chargeur Multiplus 2 3000. Alors c'est la différence entre l'énergie alternative qui rentre et l'énergie continue qui sort, enfin qui va dans les batteries. Ensuite, j'ai refait une courbe de rendement entre l'énergie produite par les panneaux solaires et l'énergie qui va dans les batteries. Donc on voit que ces 4 courbes sont bien différentes. Ce qu'on peut voir là en rose, c'est l'extrait de la courbe de la vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines je crois, sur les micro-onduleurs. Alors cette courbe, je l'avais fait avec des mesures d'appareil en entrée du micro-onduleur. Et là, je n'ai pas fait de courbe en entrée du micro-onduleur. J'ai fait un travail comparatif entre des panneaux identiques mis au soleil. Donc j'ai mesuré ce que les panneaux auraient dû donner et ce qu'on a sorti en alternatif. Donc il y a un écart. Et ça m'a évité d'essayer de trouver des appareils qui mesurent des puissances avec des composantes, des harmoniques, des variations. Et ça, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, j'ai fait un comparatif réel, en fait, situation réelle, pour comparer micro-onduleur et MPPT. Et donc cette courbe-là, il y a un écart qui est quand même important. Et on voit que je n'avais pas mesuré l'ensemble de la puissance la fois d'avant. Là, j'ai quand même pris le soin de mesurer sur bien plus puissant et bien plus variable. Ce qu'on constate en fin de production, enfin en grande puissance, c'est qu'on a un écart quand même de 22% de production entre le micro-onduleur et le MPPT. Alors ça s'explique tout ça. Ce qu'on voit là, c'est la limite de puissance du micro-onduleur, parce que c'est un 700 volts ampère heure, donc il conseille de mettre plus de panneaux que 720. Mais à partir du moment où on a atteint la puissance du micro-onduleur, on est bridé forcément, donc l'écart de rendement se creuse. On constate un découplage à 30% de la puissance du micro-onduleur. Au départ, les rendements sont un petit peu proches, ils varient les uns les autres, et à un moment donné, c'est assez clair. Le rendement du micro-onduleur chute par rapport au MPPT à 30% de sa puissance, à peu près 200 watts.
Les panneaux solaires que j'ai installés dessus, ce sont des 740 watts crête, et ces panneaux ont été capables de produire 978 watts, donc avec 1320 watts de soleil au mètre carré. Je reviendrai sur ce point des 1320 dans la deuxième partie de la vidéo, puisque j'ai eu plusieurs commentaires sur ces fameux 1320. Moi, ce sont des mesures, hein, de toute façon, donc je ne m'amuse pas à inventer les trucs, je les mesure. Ça nous fait un écart quand même de 26,7% entre la puissance maximale des panneaux et la puissance maximale de l'onduleur, ce qui est quand même, à mon goût, un peu élevé. Donc ça peut expliquer les différences de rendement, ça peut expliquer un certain nombre de choses. Donc là, pour l'instant, ce sont uniquement les courbes que j'ai relevées. Alors ces courbes, bien évidemment, elles sont difficiles à comparer entre elles quand même, comme ça, puisque lorsqu'on produit avec un MPPT, on s'occupe de charger les batteries. Et lorsqu'on produit avec un micro-onduleur, on ne charge pas les batteries. On doit passer par un onduleur chargeur pour charger. Et de la même manière, on doit passer par un onduleur pour injecter au réseau quand on est déjà passé par un MPPT. Donc il manque des rendements, là, il manque des choses. Donc je vais rajouter l'onduleur Extender 4000, c'est la courbe violette à l'écran. J'ai enlevé la courbe de PV vers DC, qui n'avait pas d'intérêt ici. Donc cette courbe d'onduleur, je vais l'additionner, enfin je ne vais pas additionner, je vais multiplier les rendements pour obtenir ce que j'aurais dû avoir si j'injecte au réseau avec un onduleur Extender, après avoir produit avec des MPPT, pour comparer avec le micro-onduleur. Si je fais ça, je me retrouve avec une nouvelle courbe violette qui cumule les deux, qui est un petit peu différente. On voit qu'il y a une jonction, un point de bascule au milieu, qui fait que avant cette puissance-là, donc c'est à peu près dans les 250 watts, avant cette puissance-là, c'est le micro-onduleur qui a le meilleur rendement, puisqu'il y a la consommation à vide de l'onduleur et son rendement à basse puissance. Et après ce point de bascule, c'est le couple MPPT plus onduleur qui a le meilleur rendement. Alors, on va regarder un petit peu. Ce point-là, ça correspond à 34% de la puissance du micro-onduleur et seulement 7% de la puissance de l'onduleur. C'est-à-dire que là, on est au début de la production de l'onduleur. C'est pas, si on veut être à 34% de la puissance, on serait beaucoup plus loin et on serait beaucoup plus dans un rendement vraiment élevé par rapport au micro-onduleur. Ce que ça me fait dire, moi, ici, c'est que ce sont quand même des systèmes un peu différents. Donc, si on utilise le micro-onduleur uniquement pour produire au réseau, il ne faut pas le surcharger. Enfin, il faut éviter d'être dans une plage de puissance trop élevée pour avoir un bon rendement. Si on veut charger les batteries, on va perdre en rendement inévitablement dès qu'on va vouloir stocker. Je vous renvoie à la vidéo sur le Multiplus 2 et le EZ Solar où j'avais travaillé sur le bilan énergétique qui inclut à tous ces rendements. Mais là, je vous le développe un petit peu. Quant au couple MPPT plus onduleur, ils n'ont pas vocation à injecter au réseau dès les premiers watts de soleil produit. Il faut bien comprendre que l'onduleur, il a une fonction, il est déjà en train d'alimenter des appareils et il n'injectera au réseau que le surplus d'énergie. Donc ce rendement, il est un petit peu caduc si vous voulez. Mais c'est pour positionner le MPPT plus onduleur dans le plus mauvais cas et le micro-onduleur dans le meilleur cas pour pouvoir être à l'avantage du micro-onduleur et pouvoir comparer. Donc malgré ça, j'ai quand même un écart significatif entre les deux. Alors, je vais faire une petite hypothèse. Je ne vais pas dire qu'il y a des arnaques dans l'air ou autre. Je veux juste faire une hypothèse ici. Ça va durer quelques minutes. Ce fameux micro-onduleur, qui est peut-être représentatif du marché ou peut-être pas, mais en tout cas c'est celui-ci que j'ai mesuré et le APS est assez proche aussi. Je symbolise ici les 720 voltampères du micro-onduleur. Je mesure le rendement qui se trouve à cette puissance, qui est de 76%, et je regarde quelle puissance il faut en panneau solaire pour qu'avec un rendement de 76%, on produise les 720 watts de micro-onduleur. Et bien ça correspond à 947 watts crête. Est-ce que ça correspond à la puissance conseillée par le constructeur? Je ne sais pas, on va voir. Ça fait un surdimensionnement d'à peu près 30% du panneau solaire pour permettre de produire les 720 watts avec un rendement aussi faible. Je fais un petit rappel, lorsque j'ai mesuré le rendement auparavant par l'autre vidéo, j'ai mesuré l'énergie qui rentrait dans l'onduleur et l'énergie qui sortait. Donc c'était le rendement de l'onduleur. Mais là, je suis parti d'un autre postulat pour obtenir ce rendement, c'est-à-dire que certes, l'onduleur, il a un rendement entre l'entrée et la sortie, mais est-ce qu'il est vraiment capable d'exploiter la puissance du panneau solaire en fonction du soleil? Et donc je suis parti d'un rendement plus éloigné qui est la puissance fournie par le panneau comparé à la puissance fournie par le micro-onduleur. C'est pour ça qu'on a un écart plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, certes, le micro-onduleur a peut-être un bon rendement en conversion entrée vers la sortie, mais s'il n'est pas capable d'exploiter l'énergie des panneaux,
c'est une autre histoire. Je vais faire un petit tableau comparatif, donc ça, je vais m'amuser un petit peu. J'ai été voir sur internet, sur les différentes fiches caractéristiques des micro-onduleurs, et j'ai constaté que le HomeMiles 700, qui est un 700 VA, celui que j'ai testé c'est un 720, mais celui qui est en vente actuellement c'est un 700. On conseille de mettre entre 560 et 940 watts crête de panneau dessus, soit un écart de maximum 34%. Si on regarde l'APS DS3, qui est un 880 VA, celui que j'avais testé était un 700 et quelques aussi. Mais celui qui est en vente actuellement, il préconise entre 600 et 1220 watts crête de panneaux solaires, soit un écart de 36%. Le Enphase IQ7 Plus, qui est un 290 VA, on préconise entre 315 et 400 watts crête de panneaux solaires, soit un écart de 38%. Sur le IQ8 Plus de 300 VA, on préconise maximum 440 watts crête, soit 46%. Et puis après, j'ai trouvé d'autres onduleurs un peu moins bons. Le Vevor 1200, qui est un 1150 VA, il préconise 1200, donc à peine 4% d'écart. Donc à mon avis, ça veut surtout dire qu'il ne supporte pas les surcharges, celui-ci. Ça met de la puce à l'oreille un petit peu. Le Evertech 720, qui est donc à 720 VA, il préconise entre 360 et 900 watts crête, ça fait 25% de surcharge. Et le Dewin Mason 800, donc c'est un modèle qu'on trouve sur Amazon ou sur AliExpress, qui fait 760 VA et a priori préconise 1000 watts. C'est pas très très clair. Entre 800 et 1000 watts crête, soit un écart de peut-être 31%. Chaque fiche technique est un peu différente. Bon, je l'ai rajouté dans la liste parce qu'il m'en manquait. Tout ça pour vous dire que je suis à deux doigts de me demander si ce surdimensionnement de panneaux ne serait pas là pour couvrir une certaine incompétence du micro-onduleur, qui ne serait pas capable de faire aussi bien le travail que attendu. C'est pour cela que non seulement il y a un écrêtement des productions de panneaux solaires quand vous regardez les statistiques de Enphase et autres. Donc, statistiquement, on nous dit que ça représente 1 ou 2% par an. Oui, mais 1 ou 2% par rapport à un micro-onduleur qui n'écrète pas, ok. Mais par rapport à des panneaux solaires bien installés et qui produisent, eh ben, on a une baisse significative. Et pour ça, en fait, il vous suffit d'aller sur les différents sites internet pour regarder le productible par kilowatt crête de panneaux solaires. Alors, on en parlera juste après. D'abord, je voudrais voir les avantages et les inconvénients des micro-onduleurs. J'en avais pas beaucoup parlé dans le passé, mais là je vais en parler parce que je pense que c'est le moment, et après je pense que j'en aurai fini avec les micro-onduleurs, sauf cas particulier. Alors en avantage, moi ce que je vois sur les micro-onduleurs, c'est que ça fait l'équivalent d'un MPPT par panneau, pour couvrir l'ombrage et l'inclinaison. C'est-à-dire qu'on peut avoir des panneaux qui sont inclinés différemment, avec des ombrages différents, avec des nuages et autres, et chaque panneau va produire au maximum de ce qu'il pourra. Ça c'est un avantage, bien entendu. Simplicité de câblage, donc on fait une seule boucle en courant alternatif, alors une seule par exemple pour 15 panneaux, et c'est tout. Il n'y a pas de câblage en courant continu, il y a très peu de fils, c'est assez rapide à faire. Il y a une certaine modularité, et ça nous permet une extension, c'est-à-dire qu'on met autant de panneaux qu'on veut, on les met quand on veut, on rajoute juste un micro-onduleur, donc ça c'est pratique. On travaille en basse tension sur les panneaux solaires, donc au niveau des risques d'incendie et des chocs électriques, c'est bien, parce que souvent c'est inférieur à 60 volts. Et on autorise des pannes partielles, c'est-à-dire que malgré qu'on ait beaucoup d'onduleurs et donc on augmente le nombre de pannes potentielles, mine de rien, comme on a augmenté le nombre de sources de panneaux solaires et d'onduleurs qui sont indépendants les uns des autres, s'il y a une panne, c'est pas nécessairement sur la totalité. Alors les inconvénients maintenant, je suis désolé, je les mets après, mais alors remplacement difficile, parce que les 3/4 du temps c'est installé derrière les panneaux. Pour remplacer un micro-onduleur, il faut démonter le panneau. C'est souvent sous-dimensionné, on l'a vu juste avant. Rendement non prouvé, parce que entre ce qui est marqué 99% et ce que moi je mesure, je suis pas vraiment, j'estime qu'il n'est pas prouvé. Bridage et vieillissement par la surchauffe, bien évidemment dès que l'onduleur est trop chaud derrière les panneaux, il se bride en puissance et il vieillit plus vite parce qu'il est souvent saturé en puissance et dans un environnement chaud. Pas de coupure PV, donc il n'y a pas de possibilité de couper le panneau solaire. On se réfère au micro-onduleur, à sa propre sécurité, pour qu'il n'injecte pas d'énergie, on ne peut pas couper des panneaux. Sauf si on fait un système exprès, et dans ce cas-là, ça enlève l'avantage des micro-onduleurs. On est obligé de passer par une gestion numérique de la production, parce que chaque
onduleur à sa propre production, et il faut au moins un compteur numérique, un compteur de kilowattheure, une passerelle ou un système Wi-Fi ou autre pour avoir une production, alors que souvent sur les autres systèmes, on a un écran qui nous dit ce qui est produit. L'usage en autonomie est restreint parce qu'on est obligé de passer par un couplage AC, la plupart des micro-onduleurs ne sont pas compatibles, mais ils le deviennent petit à petit. Toutefois, c'est quand même restreint en usage, c'est pas tout à fait fait pour ça. Et enfin, la lenteur au démarrage. Alors, c'est pas toujours le cas, il y a des MPPT qui mettent du temps à démarrer, il y a des micro-onduleurs qui sont rapides, mais j'ai constaté globalement qu'ils étaient plus lents qu'un régulateur MPPT. Alors maintenant, voyons quelques sites internet qui nous permettent de connaître le gisement de production d'énergie en autoconsommation, en production. Alors, le premier, c'est Autocal de Ines, il y a une version gratuite et une version payante. On peut travailler sur l'écrêtement, sur pas mal de choses. Vous pouvez rentrer votre adresse, votre puissance, l'inclinaison, et il va vous donner un productible par kilowatt, par kilowatt crête installé. Donc moi, pour 1 kilowatt crête à Nantes, incliné à 30 degrés, je suis à 1230 kWh annuel, estimé. Voilà, vous pouvez faire votre propre test, mais c'est vrai qu'il y a une version payante, suivant votre métier ou l'argent que vous avez envie de mettre dedans. L'autre site qui nous permet de connaître, c'est toujours Ines et Calsol, mais c'est l'ancienne version, c'est la version un petit peu Excel, où on rentre les données, on rentre les rendements, c'est un petit peu différent, il faut quand même qu'on ait des informations. Là, il me donne 1318 kWh par an, parce que j'ai rentré des valeurs un peu différentes, et j'ai pas mis de masque, l'autre il y avait de l'ombrage de calculer. Donc quand je vois des installations en micro-onduleurs de 1000 watts et qui produisent à peine 1000 kWh par an, je me dis qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, il y a de l'énergie qui n'est pas produite. Si vous voulez utiliser le calculateur libre que j'utilise moi pour mes dimensionnements et pour conseiller mes clients, donc sur CISIC, la Calc PV solaire, qui permet de calculer aussi l'autonomie, mais qui utilise le site de PV6 pour les statistiques. Il nous donne pareil le productible par mois, les puissances et autres. Et puis vous avez aussi un certain nombre de sites en ligne qui vous permettent de connaître la production de chaque lieu sur la planète, l'orientation et l'inclinaison. Parlons irradiation solaire, production au mètre carré du soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de l'irradiation, on parle de l'irradiation globale, directe ou diffuse. Il y en a encore d'autres. Et c'est souvent un cumul des trois. On ne peut pas uniquement parler du soleil direct qui tape sur les panneaux. Il y a l'ensoleillement direct, bien entendu. Quand le ciel est bien dégagé, le panneau solaire est orienté face au soleil, il dispose de l'énergie du soleil en direct, mais aussi d'une partie diffusée dans le ciel. Vous savez que le ciel, il diffuse de la lumière, même si on ne le voit pas, qu'il y ait des nuages ou pas. Il y a une partie de la luminosité qui a à l'origine été captée par le ciel, qui est réverbérée vers le sol, ce qu'on appelle le rayonnement diffus, et aussi toute la lumière qui est réfléchie au sol par l'eau, la neige, la verdure et tout ce qu'il y a au sol, c'est ce qu'on appelle le rayonnement réfléchi, et ces trois rayonnements se cumulent sur le panneau solaire, et les panneaux photovoltaïques savent les capter, ces rayonnements-là, alors que la plupart des panneaux thermiques ne le font pas. Donc pour les panneaux photovoltaïques, il ne faut pas prendre que le rayonnement direct en ligne de compte. Alors vous pouvez vous aider de différents sites internet, il y a le site énergie, alors je ne sais pas si c'est que énergie, qui parle de l'ensoleillement et de l'irradiation, avec le petit graphique qu'on a vu tout à l'heure, qui explique bien que l'énergie reçue, c'est la somme de toutes ces énergies-là. Nous avons des petits graphiques qui nous disent bien qu'il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère, une partie qui est réfléchie par l'atmosphère, une partie qui est diffusée dans l'atmosphère, une partie qui est transmise, et ainsi de suite. On travaille sur des rayonnements globaux à l'horizontale, à la verticale, et ainsi de suite. Et lorsqu'on fait un petit graphique, là c'est moi qui l'ai dessiné, on reprend un petit peu les données, alors je simplifie. Grossièrement, le soleil produit 1370 watts par mètre carré en dehors de l'atmosphère, en tout cas s'il est à la verticale de l'atmosphère. Une fois qu'il a traversé l'atmosphère, il ne fait plus que 1000 watts au mètre carré. Ces 1000 watts au mètre carré vont se diffuser, soit vont aller directement sur le panneau solaire en direct, soit vont être réfléchis sur le sol, soit vont être diffusés dans le ciel. Et en fonction de l'albédo au sol et du type de ciel qu'on a, on a plus ou moins de réverbération ou de diffusion. Alors là, j'ai mis arbitrairement 200 watts par mètre carré et 200 watts par mètre carré, ça fait 1400 en tout. On est bien supérieur aux 1000 watts, sachant que des fois, ça peut être plus de réflexion, moins de diffusion, c'est variable, hein. Tous les jours ne se ressemblent pas. Mais à partir du moment où on a un soleil qui est dégagé, qui tape sur les panneaux, on cumule le rayonnement direct avec le reste. Donc c'est tout à fait normal d'avoir plus que 1000 watts au mètre carré. On peut le voir dans certains sites comme le guide ENR photovoltaïque
qui sert notamment pour former les gens aux panneaux solaires. Et eux disent qu'il est admis en France qu'on ait 1250 watts au mètre carré, en montrant exactement comme moi le rayonnement, la réverbération au sol et la diffusion du ciel. Donc ça, c'est un exemple. Ça veut dire que ça peut être plus. Moi, j'ai constaté plus, mais vous voyez, 1250 watts au mètre carré, on est au-dessus des 1000 watts au mètre carré. Il existe un certain nombre de courbes de mesure d'énergie diffuse et de rayonnement direct, où on voit par exemple là en février sur un endroit lambda sur Terre, le rayonnement total reçu par le panneau sera la somme du rayonnement direct et du rayonnement diffus. Et on peut allègrement dépasser les 1000 watts en fonction de la saison. Là c'est en février, vous voyez, on va les atteindre des 1000 watts. Donc il faut arrêter de me dire que le soleil fait moins de 1000 watts et que mes mesures sont fausses. Non, j'utilise les vrais appareils et je sais exactement comment le soleil diffuse son énergie. Si vous mettez 1000 watts de panneaux solaires sur votre installation, il faut que les équipements puissent supporter 1200. Vous voyez, moi je compte 1300, mais 1200. Ce serait judicieux pour la durée de vie de votre installation. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Il y a quand même des choses dans le contenu. J'ai essayé de simplifier. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.